Bonjour. Ok, super, ça marche. Bon, mais bonjour à tous et du coup, bienvenue pour cette première conférence du week-end. Donc, je suis Michael Reynal et je viens vous parler de maintenance dans le kernel. Donc, pas vraiment trop les aspects techniques, mais plutôt un petit peu plus humain. Et qu'est-ce qui s'y est passé et essayer de, voilà, vite fait, démystifier deux, trois choses. Donc, voilà, je travaille pour Bootlean. On est assez impliqué dans le développement du noyau. Pas que du noyau, bootloader, tout ça. Et en étant moi-même sur des projets pour des clients, j'ai eu la chance de de gagner en compétences sur certains sous-systèmes et ensuite de commencer à aider à la maintenance, notamment dans le kernel. Donc voilà, pourquoi cette présentation? Premièrement, présenter ce rôle qui est parfois un petit peu imaginé bizarrement, et puis également aller un petit peu au-delà de ce qu'on peut voir dans les news sur Internet. Voilà, Linus Torvalds a insulté un contributeur. Bon, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? Donc d'abord, je me sens obligé de présenter très très rapidement le kernel. Il y a deux slides. Premièrement, où est-ce qu'on trouve le kernel? Le kernel, on le trouve partout. Aujourd'hui, vous avez n'importe quel appareil à base d'électronique. Si vous avez des fonctionnalités de type média, de type réseau, voilà. En général, la réponse est oui, il y a un Linux qui tourne. Donc aujourd'hui, c'est vraiment absolument partout. Et ensuite, à propos toujours du kernel et de son écosystème, ce qui est important de savoir quand on veut parler maintenant, c'est savoir qui contribue. Donc la contribution, en fait, à la base, c'est un projet d'étudiants. Ça a été démarré en 91, donc avant que je naisse. Et Linus Torvalds, étudiant à l'époque, il démarre un terminal pour Minix, il envoie ça sur une mailing list et il fait un choix très judicieux qui est de choisir la GPL V2 comme licence. C'est ce qui va un petit peu lui faire gagner en attraction. Et alors, pendant une dizaine d'années, on a essentiellement des hobbyistes, des gens qui sont là parce qu'ils trouvent le projet sympa et puis ils veulent avoir la main sur leur système. Mais rapidement, au bout d'une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus, on va se retrouver avec de plus en plus d'entreprises et de grosses entreprises qui vont commencer à contribuer. Donc là, vous avez sur la droite, pardon, une liste c'est en gros les entreprises qui ont le plus contribué au noyau depuis sa création. Alors, nous, on a de la chance. Je ne sais pas si ça marche. Ouais. On est classé 26e au milieu de géants comme Google, Amazon, ARM, Texas Instruments. Voilà. Il y a de tous les types d'entreprises. Des gens qui vont utiliser le kernel, des gens qui vont faire du matériel qui va l'utiliser, etc. Il y a aussi des fondations, enfin la fondation, la Linux Foundation, qui a un rôle particulier, on en rediscutera, et voilà, et des acteurs un petit peu plus indépendants. Oui, pardon. Au niveau de la Linux Foundation, une chose importante, c'est que pour éviter qu'une grosse entreprise prenne la gouvernance, notamment en employant la personne, aujourd'hui Linus Torvalds, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, la Linux Foundation, elle va payer des gens pour faire ce travail, donc ce qu'on appelle des fellows. Et donc, entre autres, on y trouve Linus Torvalds, puis des gens comme Greg Kroah-Hartman, qui gèrent par exemple les kernels stables, et puis d'autres arbres dans le kernel. Alors, quel est le rôle de mainteneur au sein notamment du kernel? Alors, pour y répondre, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Ça va dépendre de d'où on se place, de quel point de vue on est. Donc d'abord, du point de vue de Torvalds lui-même. Voilà, j'ai la chance de pouvoir faire une pull request à Torvalds tous les 3 mois. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Il attend de moi un mail, il attend de moi un tag signé, il attend de moi un certain formatage dans ma manière de communiquer et un résumé de ce que je dois faire, enfin de ce que je veux qu'il merge. Bon, ça c'est une chose. De l'autre côté, on a les contributeurs. Les contributeurs qui, eux, vont nous envoyer des patchs et vont s'attendre légitimement à ce qu'on les applique, ou au moins à ce qu'on leur fasse un retour idéalement positif, et ça le plus rapidement possible. Il y a deux côtés un petit peu difficiles de ce point de vue-là. Premièrement, la contribution, c'est un truc qui ne s'arrête pas. Quand on est sur un projet qui est aussi mondial que le kernel, quand je me réveille, il y a toute une partie du globe qui vient de terminer de travailler. Quand je me couche, il y en a une autre qui se lève. Donc, ma boîte mail, elle est en permanence remplie. Alors, ça dépend des sous-systèmes, évidemment, mais c'est vraiment quelque chose de un petit peu... En gros, on n'arrive jamais au bout. Voilà. Et deuxième chose, il faut
en permanence donner son avis. Et avoir un avis, c'est sympa. Quand on est au bar, c'est facile. Quand on est sur une mailing list qui reste publique et les traces ne s'en vont pas, ben, c'est un petit peu plus compliqué, notamment parce qu'il faut avoir des avis, disons, tranchés. Sur une mailing list, quand on nous envoie un patch, la réponse, ça doit être globalement oui ou non. Et le plus difficile, c'est dire non et d'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'à la prochaine itération, il faut que ce soit oui. Donc voilà, ça, c'est les petits challenges. Et ensuite, en fait, il y a une troisième catégorie de population, ben, c'est tous les autres. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas des contributeurs ou des gens qui ne sont pas dans la communauté du kernel, mais qui vont attendre que la communauté, elle se comporte d'une certaine manière. Et notamment, on va vouloir qu'on évite les bugs, bon ça c'est une chose, surtout qu'on évite les bugs de sécurité, ça c'est un petit peu plus compliqué, et surtout c'est totalement impossible. Même le meilleur des mainteneurs, le meilleur des techniciens, il n'arrivera jamais à couvrir toutes les situations. Donc évidemment, il faut qu'on se fasse aider. Alors si j'introduis un bug dans le kernel, ce n'est pas dramatique, déjà on a des périodes de stabilisation pour gérer ça, des RC, les Release Candidates. Et au-delà, si on introduit vraiment quelque chose qui est vraiment dans le kernel, je veux dire dans une version officielle, imaginons que ce soit distribué, on va pas avoir non plus de problèmes nous-mêmes parce qu'on ne s'attend pas à ce que les mainteneurs fassent tout le travail. C'est une communauté, on a des reviewers, on a des gens qui sont abonnés aux mailing list et on va avoir de l'aide de la part d'autres personnes. Donc on ne peut pas avoir toute la responsabilité de la validité de ce code sur nos épaules. Alors, on a aussi évidemment des outils pour nous aider. Parce que juste moi, mon ordinateur, faire des tests, déjà, je n'ai pas tout le matériel du monde. Je suis assez, on va dire, bas niveau, donc j'ai besoin de contrôleurs des contrôleurs matériels qui sont différents, mais je ne peux pas les tester. Alors, il y a des gens qui ont fait des fermes de board chez eux, notamment les gens qui sont mainteneurs d'une architecture. C'est quelque chose qui se fait. Et sinon, on a des robots qui vont aller parser les mailing lists, ainsi que également regarder les arbres Git des mainteneurs. Donc on a des branches, on va dire officielles, dans lesquelles on va mettre les patchs qu'on enverra plus tard upstream. Et ces robots, donc kernel test robot, Zero Day, Syscaller et il y en a d'autres, hein, ils vont aller essayer de trouver les problèmes. Donc rajouter des niveaux de warning, éventuellement créer des configurations complètement aléatoires ou même faire de l'injection pour Syscaller et essayer de faire péter le kernel. Voilà. Donc on reçoit des rapports et tout le monde peut utiliser ces rapports pour générer des fixes et les envoyer ensuite. En plus de ces robots-là, on a aussi la chance d'avoir quelque chose qui s'appelle Linux Next. Donc c'est Stephen Rothwell, un Australien, qui tous les jours de la semaine va merger toutes les branches de tous les mainteneurs dans son arbre à lui, donc Linux Next. Et ça, en fait, ça va représenter le kernel de demain et ça va permettre de trouver les problèmes d'intégration. Donc c'est vraiment très très intéressant d'avoir ça en amont parce que si vous faites péter la compilation du kernel, autant que ce soit chez lui que chez Torvalds, c'est un peu plus détente, on a le temps de réagir. En termes de sécurité, du coup, on a le droit de... Alors, moi, je n'ai pas évidemment les droits de pousser sur l'arbre officiel de Torvalds, évidemment. Ce que je fais, c'est que j'envoie des pull requests. Comment est-ce que lui, il sait que la pull request, elle est légitime? Ben, évidemment, il y a tout un système d'authentification, enfin d'authentification, de signature dans ce cas-là. Donc, la Linux Foundation m'a envoyé une clé, une NitroKey comme il y a sur la photo, et ils encouragent tous les mainteneurs à systématiquement signer les tags qui sont envoyés upstream. Peu importe qui c'est upstream, hein, ça peut être Torvalds, ça peut être quelqu'un d'autre, mais de signer tout ça. Alors, j'ai vu des statistiques en 6.10, je crois qu'il y a 3 mainteneurs qui ne le faisaient pas sur... une plus grosse quantité, ça représente peut-être 1-2%. Voilà. Donc globalement aujourd'hui, on est quasiment arrivé au moment où tout le monde signe, tout le monde a ce genre de setup et forcément c'est un petit peu plus sécure. Cela dit, la sécurité, c'est pas juste des signatures. On l'a vu cet été avec la faille XZ. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui a failli péter l'Internet mondial. Et c'est un ingénieur de chez Microsoft qui a trouvé qu'il y avait une régression en testant sur une Debian.
C'est un truc qui est vraiment hallucinant. Et là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas juste un exploit technique. La partie technique, elle était super avancée. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'il y a aussi du social engineering et que c'est une personne qui avait gagné les droits de commit sur le repo Git. Donc voilà, ça va au-delà de juste l'aspect technique. Et du coup, pour l'aspect humain, notamment dans le kernel, pour avoir par exemple un compte kernel.org, il faut qu'on sache qui vous êtes et que vous soyez validé par au moins 3 pairs. Donc 3 personnes qui ont déjà un compte kernel.org, qui doivent signer votre clé, donc évidemment en vérifiant votre identité ou en vous connaissant, etc. Voilà. Donc c'est, on va dire, une marche, ça ne fait pas tout, mais c'est une marche pour un peu plus de sécu. Donc maintenant, la partie un petit peu plus personnelle, voilà, retour d'expérience. Ça, c'est la slide moi, je, moi, je, moi, je. Comment je suis devenu mainteneur dans le kernel? C'est pas du tout magique et je pense que tout le monde peut, s'il a envie, faire quelque chose de similaire dans le projet qui lui plaît. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais un employeur qui avait des problèmes de NAND. Donc un contrôleur qui se comportait mal. Moi-même, je n'avais pas le bagage nécessaire à cette époque-là pour résoudre ce problème. Donc, j'ai fait appel à l'expert NAND mondial, qui n'est autre qu'une personne qui s'appelle Boris et qui habite à Colomiers. Et grâce à cette personne, j'ai commencé à rentrer dans ce sous-système, lire la spécification et j'ai réécrit ce driver. Ça a réparé on n'a plus eu de problème. J'ai eu la chance de retravailler sur le même sous-système, c'est-à-dire sur un autre contrôleur qui est également un petit peu complexe, disons, contrôleur Marvel. Ce contrôleur, je l'ai réécrit entièrement avec une nouvelle API entre le core et les drivers. Et en fait, j'ai commencé à monter en compétence sur ce sous-système, ce qui m'a permis ensuite, lorsqu'on me l'a demandé, de commencer à faire de la revue. Donc, de commencer à donner son avis sur les patchs des autres. Alors, c'est pas, au début, c'est pas évident. On se concentre sur des choses qui sont, on va dire, mineures. Et puis, petit à petit, on commence à bien comprendre l'API et on commence à être un petit peu plus pertinent sur nos retours. Donc, c'était un travail qui s'est fait d'abord à 2. Et puis, au bout d'un moment, l'autre personne, du coup, Boris, elle a voulu aller naviguer vers de nouveaux horizons et m'a laissé les clés du royaume. Donc là, je suis devenu tout seul responsable de toute la partie NAND, mais j'avais de la chance. Au niveau MTD, donc c'est juste au-dessus, c'est le sous-système qui comprend à la fois les NAND et puis d'autres flashs de types différents. Il m'a un petit peu aidé au début. Et puis au bout d'un moment, en fait, il avait aussi besoin d'aide, lui à son niveau, parce qu'il gérait d'autres choses dans le kernel en parallèle. Et j'ai eu la chance de pouvoir aussi devenir co-mainteneur de la partie MTD. Donc au début, j'ai commencé à faire des pull requests à une personne qui s'appelle Richard, très sympa, qui est en Autriche. Et quand il m'a demandé de passer co-mainteneur, j'ai commencé à faire des pull requests à moi-même et ensuite de les transférer à Torvalds. Voilà. Alors le premier mail qu'on envoie à Torvalds, pour comparer cet arbre que je vous ai montré là au niveau de la partie MTD, donc il y a des sous-systèmes NAND, Spinor, CFI, peu importe ce que ça veut dire, hein, c'est juste des sous-systèmes dans lesquels on va agréger du code. Ça, c'est agrégé au niveau MTD et ensuite, c'est envoyé à Torvalds. Et ça, c'est des statistiques qui ont été sorties sur la release 6.10, donc c'est très récent. Il y a à peu près 2/3 des commits qui sont passés par un seul arbre, 1/3 des commits qui sont passés par 2 arbres. Les 26 commits que vous voyez en haut, c'est des choses que Torvalds a commité direct. Oui, on se permet toujours des petites... voilà. Et voilà, donc c'est quelque chose qui va être amené à s'intensifier parce qu'au dernier kernel summit, les mainteneurs ont commencé à dire que peut-être il fallait que Torvalds il ait moins de pull requests et il est payé qu'un demi-million par an. Et du coup, il faut probablement que le fait d'avoir plusieurs arbres avec des mainteneurs intermédiaires se développe un petit peu plus. Ça permet de baisser la charge sur les mainteneurs qui sont entre guillemets en haut et de faciliter un petit peu ce process.
Alors, je vais vous parler rapidement d'autres expériences. Donc ça, c'est un collègue, Louis, qui avait des problèmes dans le sous-système DRM, donc la partie graphique. Il envoie des patchs qui commencent à être substantiels, mais il a peu de revues, peu de retours, ou en tout cas, c'est pas complet, ça rentre pas. Ça prend du temps. Donc il ping, et puis au bout d'un moment, le mainteneur dit bah, non, mais j'ai pas le temps, donc je m'enlève je suis plus mainteneur. Si tu veux le devenir, sois-le. Alors ça résout pas tous ces problèmes, hein, parce que dans DRM, c'est pas comme dans MTD, on peut pas committer ses propres patchs. Il faut que ce soit, enfin, il faut qu'il y ait un hack officiel de quelqu'un d'autre qui a les droits pour que ça puisse rentrer. Mais voilà, c'est une autre situation. Il devient mainteneur en ayant eu, comment dire, en étant actif, en essayant de faire entrer des choses. Et une troisième situation pour voir trois cas différents, parce que vraiment dans le kernel, tous les sous-systèmes sont différents. C'est un peu la jungle. Il y a des choses qui sont uniformisées, mais après, chacun va appliquer sa propre politique. Et donc, dans le sous-système net, qui est un sous-système significativement plus gros que les autres, il a fait des contributions qui, elles aussi, sont substantielles. Mais même s'il connaît les gens, les mainteneurs, même si je pense qu'il a acquis une certaine une notoriété dans le sous-système, ça ne lui permet pas de devenir ni reviewer ni mainteneur encore, parce qu'ils ont une politique un petit peu plus stricte. Ils veulent d'abord qu'il montre ses capacités de reviewer avant d'avoir des droits officiels. Voilà. Donc, trois situations, on va dire, différentes dans le même projet. Donc, ça va vraiment dépendre de la personne qui est au-dessus ou en face. Alors, comment est-ce qu'on vit ces droits, on va dire, supplémentaires? Premièrement, alors, autant dans DRM ou dans Net, comme j'ai montré dans les deux autres cas, il y a d'autres personnes, c'est un petit peu plus comment dire, vérifié. Enfin, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Moi, dans MTD, à un moment donné, je suis presque seul. Et là, j'ai vraiment le choix de dire oui ou non à tout le monde. Ça, c'est un droit, on va dire, qui est important et il ne faut pas en abuser. Et je pense qu'une des choses vraiment importantes quand on nous donne ce genre comment dire, de niveau, c'est de ne surtout pas aller au-delà de ce qu'on doit faire, c'est-à-dire rester professionnel, se focaliser sur la partie technique, ne pas essayer d'en abuser absolument du tout. Et entre autres, quand il y a des gens qui sont plus jeunes, moins expérimentés, qui font des erreurs, alors moi j'en fais encore, donc j'essaye de faire aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse, c'est-à-dire les respecter au maximum et rester le plus courtois possible. J'ai bénéficié d'énormément de bienveillance de la part de Boris et d'autres pour comment dire, quand j'étais plus jeune. Et je continue de recevoir énormément de bienveillance quand je contribue dans d'autres sous-systèmes. Et par conséquent, il me paraît fondamental de continuer à l'être moi aussi envers les autres. Et sinon, d'une manière générale, c'est super facile de se focaliser quand on reçoit des patchs sur la partie nitpicking, les typos, la présentation du code source. Voilà. Ça, c'est un truc qui est facile, mais qui apporte globalement peu. Ce qui apporte vraiment, c'est la compréhension des API et qu'est-ce qu'on en fait, ne pas les abuser. Et ça nécessite beaucoup plus de jus de cerveau. C'est quelque chose qui est un petit peu plus comment dire, délicat pour rentrer dedans. Donc c'est quelque chose, c'est la partie sur laquelle il faut se focaliser, à mon avis, quand on est mainteneur. Alors, il y a des moments sympas, on a des droits supplémentaires, etc. Et puis il y a des moments un petit peu plus flippants. Donc, quand vous arrivez le matin et que vous recevez un mail de Linus Torvald qui commence par Michael, point d'interrogation, ça réveille mieux qu'un café. Ça m'est arrivé que quelques fois. Vous pouvez quand même voir que le ton, sans être agréable, n'est pas agressif. Et voilà, il y a des moments où il faut envoyer les choses dans les temps. Il y a un process, il y a une merge window qui dure 2 semaines. Ensuite, il y a des cycles de release candidate où on doit envoyer nos fixes. S'il voit que ça avance pas, ça peut arriver de se faire rattraper par la patrouille. Ça m'est arrivé une deuxième fois, mais cette fois-ci, il me semble que j'étais pas en tort et que c'était encore en train d'être discuté. Donc voilà, autant la première fois j'ai courbé les chines, autant la deuxième, je me suis dit non quand même, c'est de l'abus. Je bosse vraiment dessus, donc ça arrive. Voilà.
Il y a des attaques entre guillemets qui sont on va dire moins dirigées. Donc ça, c'est un collègue, Alexandre, qui est maintenant à RTC, qui envoie systématiquement ses pull requests en retard, qui n'a pas reçu ce mail directement. C'était le mail du tag RC, je ne sais plus quoi. Et la news qui finit par You know who you are. Voilà, ça, c'était Alexandre, qui n'a pas envoyé sa pull request à temps. Donc, pour éviter d'être dans l'œil du cyclone, voilà, il faut respecter, on va dire, le timing. Cette manière de s'exprimer, évidemment, Linus ne l'a pas toujours eu. Quand un mail commence par shut the fuck up en majuscule, c'est important, c'est pas forcément bon signe. Et ça, c'est une des fois où Torvalds, il a un petit peu été pris de court, on va dire, par ses émotions. C'est quelque chose qui est assez ancien, hein, je crois que c'est 2012. Bon. Il y en a eu d'autres depuis. Il a de temps en temps des éclats qui sont par ailleurs relayés par la presse informatique. Mais en gros, ce n'est vraiment pas la majorité des cas. Il y a eu entre autres un code of conduct qui a été écrit et on va dire appliqué par l'ensemble des gens dans la communauté, y compris Torvalds. Donc maintenant, il a pris 2 semaines de recul pendant lesquelles d'ailleurs Greg Cash avait pris la maintenance du kernel. Et ensuite, il est revenu en disant OK, je vais essayer d'être un petit peu moins brûlant sur mes réponses. Il en reste tout de même relativement doux. Ça, c'est mon stagiaire à côté de Torvalds au mois de septembre. Donc ça, c'était pendant une conférence. C'est quelqu'un qui joue quand même le rôle qu'il a joué dans la communauté. Il est présent, il vient aux conférences un petit peu, il fait une petite keynote. Et voilà. Et ensuite, on peut prendre 2-3 photos. Il est très gentil en vrai. Mais on ne va pas lui parler pendant une demi-heure. Ce n'est pas quelqu'un qui aime discuter avec des gens qu'il ne connaît pas. D'une manière générale, pour éviter cet écueil de la présentation, de l'échange par mail qui est un petit peu rugueux, il y a 2-3 choses à savoir ou à faire. L'une d'entre elles, c'est justement lorsqu'on est sur les mailing lists, de bien se focaliser sur la technique sans être trop froid, on va dire trop neutre. Le feedback qui peut être fait sur la partie technique, souvent il est vécu personnellement, et évidemment, il ne faut pas que ce soit le cas. Et pour éviter que ce soit trop le cas, en fait, c'est pas mal de pouvoir rencontrer ses pairs. Donc des conférences comme le Capitole du Libre, ça sert aussi à ça. Il y a des conférences en France ou même en Europe qui servent également à ça. Donc voilà, c'est une photo d'une semaine que j'avais passée notamment avec Boris et des gens de la communauté MTD et Bloc dans un chalet de montagne dans les Alpes autrichiennes. Voilà, donc les lieux sont sympas. Et dans ce cas-là, on apprend à se connaître autour de Apple Strudel et c'est vraiment une semaine qui est positive d'un point de vue social. Et puis même sur Toulouse, d'ailleurs, il y a plusieurs mainteneurs. Il y a des mainteneurs DRM, il y a le mainteneur thermal qui n'est pas très loin. Voilà. Donc il y a toujours moyen de croiser des gens, même si vous n'êtes pas dans la communauté kernel, il y a quand même moyen de trouver des gens dans le projet qui vous intéresse. D'une manière générale, mon message, ce serait que dans cette communauté, même si il y a eu des petits coups d'éclat qui ont été médiatisés, et il y a toujours des gens avec des personnalités fortes, globalement, ça reste des gens qui veulent faire avancer le kernel, qui vont dans le bon sens, qui vont adopter soit un ton très très neutre, soit parfois aussi des gens qui vont être carrément aimables sur les mailing lists. J'en ai cité quelques-uns avec qui j'ai déjà échangé. Et je pense que globalement, les gens ne devraient pas avoir cette idée négative de la contribution de kernel, qui, à mon avis, aujourd'hui, s'est largement professionnalisée. Voilà, j'espère que ça a pu apporter un petit quelque chose, et notamment si vous êtes actif dans un projet open source, peu importe lequel, si vous y contribuez, c'est déjà super. Et si vous pensez avoir le temps, n'hésitez pas à aller un peu plus loin, à commencer à faire de la revue, voire à aider à la maintenance. Et pourquoi pas aussi en parler à votre employeur si lui-même il bénéficie de ces connaissances-là et de ce travail sur les projets open source. Voilà, merci beaucoup. Si jamais il y a des questions, il y a 30 secondes.
Alors la question c'est quel temps ça a pris pour monter les échelons, depuis combien de temps je travaille, etc. J'ai commencé à travailler en 2015, faire un petit peu de Yocto et compagnie, mais il ne faut pas le dire. Ensuite j'ai fait du kernel à partir de 2017 et au bout de 3 ans, je dirais à peu près, donc 2020, j'ai dû commencer à faire des revues et commencer à travailler sur la maintenance avec Boris.